Vous ne le saviez peut-être pas, mais les produits Lubrizol font partie de votre quotidien. Shampoing, crème, emballage, médicaments, sans oublier l'huile moteur. Dans le monde, un consommateur sur deux utilise un produit faisant appel à la technologie Lubrizol. Et la moitié des véhicules de la planète dépendent de leur savoir-faire. Pas de problème de débouché donc pour la multinationale américaine qui a enregistré un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars en 2018. That's Lubrizol. Derrière ce géant de la pétrochimie, un visage, celui du milliardaire Warren Buffett. Avec un patrimoine de 81 milliards de dollars, l'Américain est la 4e fortune mondiale. De quoi avoir envie de pousser la chansonnette. Les Rouennais, eux, ont régulièrement déchanté depuis l'implantation de l'usine en 1954. Outre l'incendie monstre du 26 septembre dernier, 4 incidents majeurs avaient auparavant impacté la capitale normande et ses environs. 74, 88, 89, puis 2013, autant d'années marquées par des fuites de gaz et des pollutions. Standard débordé hier soir à la caserne des pompiers de Rouen. 700 appels en 2 heures ont été recensés. La raison, un nuage de gaz malodorant échappé de l'usine Lubrizol. Ce matin, une forte odeur de gaz a envahi le nord-ouest de l'agglomération rouennaise. Elle émanait de l'entreprise Lubrizol. Pourquoi une telle récurrence? Lubrizol est-il le mauvais élève de l'industrie pétrochimie? La sécurité est-elle la priorité des industriels et de l'État? Enquête dans une atmosphère suffocante. Pour y voir plus clair, nous avons voulu interroger dirigeants et salariés de Lubrizol. Sans succès. Selon nos informations, la direction cultive le goût de la discrétion. Seul un salarié d'une entreprise sous-traitante a accepté de nous éclairer sous couvert d'anonymat. Dans le métier, il y a beaucoup de gens qui surnommaient Lubrizol la secte. Pourquoi? Parce que c'est quand même une société très confinée, très secrète. Ça peut se comprendre qu'ils aient un secret finalement, parce que c'est une fabrication, c'est un site réseau, il ne faut pas ébruiter beaucoup de choses. Salariés et syndicats très discrets, au grand regret de la CGT qui n'a jamais réussi à s'implanter chez Lubrizol. Il est clair que certaines entreprises américaines, la question de l'implantation syndicale qui n'est pas dans la culture américaine, ou en tout cas pas des syndicats comme on l'entend en France, des syndicats contestataires. Oui, on n'a pas peur de cette image de syndicats contestataires. Ce n'est pas du tout dans la culture de l'entreprise américaine. Et l'implantation syndicale dans les entreprises américaines sur le sol français est encore plus dure. Mais la présence de lanceurs d'alerte a-t-elle manqué pour pointer des dysfonctionnements chez Lubrizol? Impossible à dire à cette heure. Philippe Saunier est le co-auteur d'un ouvrage qui décortique une autre catastrophe industrielle, celle d'AZF à Toulouse en 2001. Pour lui, la sous-traitance sur les sites à haut risque pose question. On peut penser, même si on n'a pas encore tous les éléments, en tout cas l'origine de l'incendie est dans un secteur qui était intégralement sous-traité à une entreprise non spécialisée sur les risques chimiques. Et là-dessus, on peut dire qu'on n'a vraiment pas tiré les leçons d'AZF. Si on prend l'entreprise Netman, une entreprise que je connais bien, elle est spécialisée dans la manutention, mais dans la manutention. Or, travailler dans une entreprise classée Seveso 2, c'est absolument pas dans son domaine de compétences, et on crée des cloisonnements. Et on crée aussi des intérêts contradictoires avec le fameux contrat commercial, puisque l'intérêt finalement de l'entreprise sous-traitante, ça va être d'en faire un minimum par rapport au prix pour lequel elle est payée, et ça va être aussi de cloisonner l'information. Il est très mal vu pour une entreprise sous-traitante et des salariés de la sous-traitance de remonter les problèmes. Netman, le prestataire qui avait pour mission de remplir et stocker les fûts dans la zone ravagée par les flammes. Oui, bonjour madame, on est journaliste pour France 3. Est-ce qu'on pourrait parler à la direction, au service communication, s'il vous plaît? Je viens de faire le tour, il n'y a personne qui puisse vous répondre, monsieur. C'est par rapport à l'affaire Lubrizol que vous voulez pas nous parler? Entre autres. D'accord, vous avez des consignes? Tout à fait. Bon. Merci, bonne journée. Au revoir.
Lubrizol a sous-traité l'activité d'enfûtage au profit, j'allais dire, le terme est mal choisi, de Netman. La question est de savoir, est-ce qu'ils avaient encore un regard sur ce qui se passait vraiment sur ces entrepôts? Est-ce que Netman, et est-ce que les salariés de Netman, avec qui on est aujourd'hui, qui ont tout notre soutien, est-ce qu'ils avaient les moyens humains, le temps nécessaire, les formations nécessaires? Quand Lubrizol appelle, c'est on y va, quoi. Y a pas, même si tu as fini ta journée, tu redescends, quoi, je veux dire, tu vois. Aujourd'hui, en plus, on veut aller toujours plus vite. On veut plus de chiffres, on veut plus de marge, on veut plus de tout, on veut plus de business. Peut-être, quelquefois, sans doute, au détriment de la sécurité. La sécurité est-elle négligée dans les entreprises à haut risque? Non, répond le secrétaire général de la CFDT pour la branche chimie-énergie, le syndicat majoritaire chez Lubrizol. C'est une culture d'entreprise, y compris en France, sur les industries chimiques, où les employeurs ne mettent pas de restrictions sur les budgets de formation, tout ça. Et ils sont très très bien formés. Non. Sauf chez les sous-traitants. Sauf peut-être chez les sous-traitants, effectivement, parce que les sous-traitants, c'est pas leur cœur de métier, en tout cas la pétrochimie ou la chimie. Pour autant, ils sont quand même sur des sites très sensibles pendant des activités ou sur des lieux de stockage. Effectivement, pour autant, et comme dans toutes les entreprises qu'on a sur le bassin, enfin sur la Normandie, quoi. Pas vraiment rassurant. Autre inquiétude, l'assouplissement des règles environnementales initiées depuis 2009. Une simplification administrative qui a notamment permis à Lubrizol d'augmenter sa capacité de stockage sur simple déclaration, sans étude d'impact et de danger. Sur ce sujet, la préfecture et l'Adréal assurent ne rien regretter. On parle d'assouplissement, enfin, je veux dire, important en matière de droit de l'environnement, c'est de faire des choses proportionnées. Et l'appréciation qu'on en a eue, c'était que ces 240 conteneurs ne modifiaient pas substantiellement la nature du site, la nature des risques associés, et c'est la raison pour laquelle on a proposé au préfet de ne pas réaliser d'évaluation environnementale. On a une complicité, en l'occurrence permanente, entre des services de l'État qui devraient être indépendants et finalement les gros industriels. Je dis bien les gros industriels parce que si c'est une PME, évidemment les rapports de force ne sont pas les mêmes. La réglementation est-elle adaptée concernant l'entreprise voisine Normandie Logistique? En rouge, les entrepôts touchés par les flammes. 4151 tonnes de produits de Lubrizol y étaient stockés, alors que le site n'est pas soumis aux normes Seveso. On sait aujourd'hui qu'il y avait des produits de Lubrizol chez Normandie Logistique, ça ne veut pas dire que le feu est parti de là, dans des conditions de stockage qui ne nous semblent pas conformes. Aujourd'hui, regarde les informations qui nous ont été communiquées par les lanceurs d'alerte, pas conformes au moins au code du travail. Nous, ce qu'on a eu comme confirmation, c'est notre délégué syndical qui a intervenu le premier sur le feu. Et lui, ce qu'il a constaté, c'est que le feu était entre le mur et le bâtiment A5, en fait. D'accord, ok. Et c'est cette zone-là qui est frontalière avec Normandie Logistique? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la zone qui est frontalière avec Normandie Logistique. Ouais. D'où sont arrivées les flammes? L'enquête le déterminera. En attendant, la direction considère qu'il est peu probable que l'incendie ait démarré sur son site. Je suis très étonné de voir un incendie qui démarre comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il n'y a personne. Voilà, donc ça m'interroge énormément et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Lubrizol a d'ailleurs porté plainte contre X. Sur la stratégie de l'entreprise, il y a aussi des similitudes avec AZF, notamment d'essayer d'échapper à ses responsabilités en désignant finalement des origines qui seraient extérieures à l'entreprise. Donc ça, on le voit clairement dans toutes les déclarations qui sont faites de la part de la direction de Lubrizol. La fumée noire de Lubrizol a rappelé à la Seine-Maritime qu'elle vivait sur une poudrière. Lubrizol n'est pas le mauvais élève. Il y a des incidents dans toutes les entreprises du bassin et de Normandie, en fait. Donc c'est juste que là, c'est voilà, de la fumée, beaucoup de fumée, un stockage qui a été brûlé, donc forcément ça se voit, en fait. Dans plusieurs entreprises, Seveso, de la chimie, pétrochimie ou du nucléaire, on est passé plusieurs fois ces dernières années à côté de catastrophes au moins équivalentes, voire pires en termes de dangerosité létale.